Merci bien. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc les résultats d'une étude qui a été réalisée donc par Diana Vassiliuk à la clinique de gastroentérologie de l'Université de médecine à Białystok en Pologne, qui a aussi été publiée dans le Journal of Clinical Medicine en 2021 et qui prend le titre de supériorité du régime d'alimentation guidé par IgG par rapport au régime FODMAP et au régime gastroentérologique classique dans la prise en charge du syndrome du côlon irritable. Bon, le côlon irritable est un syndrome qui est de plus en plus fréquent, qui touche de plus en plus de personnes et qui est un trouble gastro-intestinal fonctionnel complexe, caractérisé donc par une douleur ou un inconfort abdominal chronique et une altération des habitudes intestinales. Malgré sa prévalence mondiale et le fardeau de la maladie du côlon irritable, sa physiopathologie sous-jacente reste toujours incertaine. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, le stress est souvent cité ou le microbiome déséquilibré. Bon, tout ça est vrai, mais jusqu'à présent, donc, aucune raison spécifique a été mise en cause. Donc, les symptômes majeurs sont des douleurs abdominales, du ballonnement, des selles de consistance anormale, soit dures ou émolles. Il y a des gens qui sont touchés par la diarrhée, d'autres par la constipation. Donc, il y a une fréquence anormale d'évacuation des selles. Donc, ça va jusqu'à 3 fois par semaine et plus que 3 fois par jour. Donc, c'est vraiment un peu invalidant de ce côté-là. Souvent, donc, il faut un effort pour déféquer. La défécation peut être impérieuse. Il y a des crampes, il y a du mucus dans les selles. Et souvent, donc, il y a la sensation de ne pas avoir complètement évacué le contenu de l'intestin au moment de la défécation. Donc, c'est des symptômes qui vont un peu dans tous les sens. Si on regarde un peu sur Internet et on regarde ce qui est proposé comme traitement, bon, c'est effectivement très peu spécifique. Par exemple, là, j'ai trouvé la clinique Mayo, qui est quand même renommée, qui propose donc d'éviter les aliments qui provoquent les symptômes. Bon, c'est bien, mais d'abord, il faut encore être en mesure de les identifier, ce qui est très, très rarement le cas, parce que sinon, les gens ne souffraient pas de façon chronique de ce syndrome. Manger des aliments riches en fibres, encore une fois, c'est un petit peu dangereux parce que, puisqu'on sait que une partie des problèmes est due à la fermentation, donc si on a des aliments trop riches en fibres, eh ben, on ne va pas gérer le problème. Et puis le reste des recommandations, c'est plutôt avoir une vie saine, quoi. Donc, buvez assez de liquide, faites de l'exercice régulièrement et dormez suffisamment. Donc, ça, c'est des conseils qu'on peut donner à tous et à tous. Ce qui est jusqu'à présent un petit peu sous-estimé, c'est l'inflammation dans le syndrome du côlon irritable. Donc l'inflammation peut effectivement jouer un rôle pathogène dans le côlon irritable et dans les dernières années, donc, des études ont mis en évidence la persistance de l'inflammation de la muqueuse au niveau microscopique et moléculaire dans le syndrome du côlon irritable, avec un recrutement accru de cellules antirosendocrines. Des chevauchements importants entre le côlon irritable et des maladies inflammatoires d'intestin ont également été signalés. Mais outre l'inflammation des muqueuses, la neuroinflammation est probablement impliquée dans la physiopathologie du syndrome du côlon irritable via l'axe intestin-cerveau, ce qui entraîne une altération des voies neuroendocriniennes et des gènes des récepteurs des glucocorticoïdes. Cela donne lieu à un phénomène pro-inflammatoire global et à un fonctionnement hypothalamo-hypophyso-surrénalien et sérotonergique. Donc, le métabolisme de la sérotonine qui est dérégulé, ce qui pourrait au moins en partie expliquer les symptômes du côlon irritable. Il faut savoir que les récepteurs de la sérotonine 3 et 4, ils jouent un rôle très important dans le transit intestinal. Et vous savez peut-être qu'il y a quand même des médicaments, des agonistes, des antagonistes de ces récepteurs qui sont utilisés soit en diarrhée ou en cas de constipation.
Un autre phénomène, encore une fois, pas du tout pris en compte, c'est les exorphines et la constipation. Donc, surtout pour la constipation, les exorphines sont importants. C'est quoi les exorphines? Les exorphines sont des petites peptides issues donc d'une maldigestion du gluten, de la caséine, du soja et des œufs. Et puisque donc ils ont un effet opioïde, ils ont plus ou moins les mêmes effets que la morphine, c'est-à-dire euh, ils peuvent donc ralentir le transit intestinal et euh, induire donc une constipation. Et ce qui est très très important, c'est qu'en cas de libération de ces exorphines, on a vu que le test ImmuPro est à 90% positif pour les aliments concernés. Donc, euh, si on a ce problème de déficience en DPP4, effectivement, le test ImmuPro va mettre en évidence ces anticorps et bien sûr, ensuite, ils vont être éliminés de l'alimentation. L'objectif de cette étude était donc de comparer l'efficacité des 3 plans de traitement diététique dans le syndrome du côlon irritable. Donc, un premier était le régime FODMAP, le deuxième, le régime d'élimination-rotation, donc le concept IMUPRO, et comme groupe de contrôle, on avait un régime classique recommandé par les gastro-entérologues. Donc, un petit rappel, c'est quoi les FODMAP? Donc, les FODMAP veut dire le O c'est pour oligosaccharides, le F pour les disaccharides, le M pour les monosaccharides et le P pour les polyols et le F pour fermentable. Donc, c'est-à-dire, c'est des hydrates de carbone fermentables dans le côlon. Pour les monosaccharides, on a le fructose. Donc, pour les disaccharides, on a principalement le lactose. Les oligosaccharides donc, sont principalement ce qu'on appelle les prébiotiques, donc les GOS et les FOS. Les polyols donc sont des alcools de sucre comme le maltitol et le sorbitol, souvent donc utilisés donc comme additifs dans l'industrie alimentaire. Il y a des polysaccharides. Les polysaccharides ne sont pas nécessairement officiellement dans la définition des FODMAP, mais je pense quand même qu'ils sont importants. Donc, c'est des amidons et c'est des fructanes. Donc, normalement, donc, tous ces hydrates de carbone sont absorbés dans l'intestin grêle et ne passent pas dans le côlon. Mais une fois dans le côlon, ils sont fermentés par des bactéries qui provoquent donc des ballonnements, des crampes, des flatulences. Et donc, à cause de ça, bon, parce que souvent, donc, on a justement ces symptômes qui sont présents dans le côlon irritable, depuis certaines années, le régime pauvre FODMAP est devenu un traitement standard du syndrome du côlon irritable. Donc, et dans la littérature, donc, on trouve pas mal d'articles et on trouve que en moyenne, il y a une amélioration de 30 à 50% des symptômes sous régime low en FODMAP. Pour en ce qui est le concept d'IMUPRO, bon, vous le connaissez, donc un petit rappel, on fait un test d'IMUPRO, on reçoit un résultat et qui dit que tel et tel aliment est positif en IgG, donc le système immunitaire s'est révolté contre l'aliment. Et puis donc, il y a les trois phases du concept d'IMUPRO, c'est-à-dire l'élimination donc, des aliments IgG positifs, et très très important, la rotation, c'est-à-dire de ne pas manger un aliment plus qu'une fois par semaine ou tous les 4 jours. Et après, donc, c'est la provocation et la stabilisation. Dans cette étude-là, on a repris que la première partie, donc la partie élimination, pour voir s'il y a une amélioration des symptômes ou pas. Le rapport IMUPRO, vous connaissez peut-être, donc il se présente comme ceci. Donc, vous avez une fois les aliments, la réaction IgG et un graphique qui dit si c'est positif, si c'est ou hautement positif, c'est-à-dire tous les aliments positifs sont à éviter. Donc, et là aussi, donc, il y a déjà pas mal de publications pour l'élimination basée sur des IgG. Et là, on trouve une amélioration entre 50 et 80%, donc déjà supérieure à celle des FODMAP. Mais dans cette étude-là, donc c'est la première fois qu'on a effectivement comparé les deux méthodes dans une étude. L'avantage des IgG,
pour définir donc une inflammation, c'est les IgG ont une capacité opsonisante, c'est-à-dire ils sont nécessaires pour faire visible l'antigène aux cellules immunitaires. Donc les neutrophiles ne vont pas attaquer un antigène s'il n'est pas opsonisé. Donc ce n'est pas marqué par un anticorps. Et deuxièmement, les IgG activent le complément. Donc encore une fois, une condition nécessaire pour induire une réaction inflammatoire. En plus, donc c'est des anticorps persistants, donc c'est pas la nourriture du jour précédent qui joue, mais c'est effectivement donc une, une réaction, disons, à long terme, c'est-à-dire si on est une fois positif aux IgG, les IgG vont être présents pendant un certain temps, voire 6 mois. Après 6 mois, donc sans contact, ils vont disparaître lentement. Mais donc, c'est définitivement pas le plat de la veille qui fait que un IgG soit positif ou pas positif. Deuxième grand avantage, les anticorps sont stables pendant 7 jours à température ambiante. En fait, ils sont même stables plus longtemps, mais cela justifie donc un transport. Donc, le transport est tout à fait possible par la poste classique sans interférer dans le résultat. Il n'y a aussi pas d'interférence avec des médicaments, donc au moins donc pas des médicaments immunosuppressifs. Donc si vous prenez des médicaments immunosuppressifs de plus d'un mois, dans ce cas-là, on recommande de faire un test d'IgG total pour voir s'il y a une diminution totale des IgG ou pas. Mais sinon, les autres tests, les autres médicaments comme l'ibuprofène, la paracétamol et des choses comme ça, ou des antibiotiques n'ont pas d'effet sur les IgG, ni les antihistaminiques. Il n'y a pas d'interférence avec des infections. Mais bon, c'est une technique d'analyse reproductible avec des mesures objectives. Et donc, dans nos tests, c'est quantifié par des standards OMS. Donc, la question, est-ce que le syndrome du côlon irritable est une maladie inflammatoire à bas grade? Donc, les aliments IgG positifs peuvent contribuer à cette inflammation de bas grade. C'est clair. Et donc, dans une étude préalable, on a déjà vu qu'un régime d'élimination IgG s'est avéré efficace pour réduire donc la calprotectine dans des personnes qui étaient donc légèrement augmentées. Donc, ce n'était pas des calprotectines extrêmement hautes, mais c'était des calprotectines qui étaient juste en dessous du seuil de la maladie dite inflammatoire, inflammatoire. Et tout cela donc ont baissé significativement en appliquant un régime IgG. Donc, ce régime peut s'avérer être efficace dans le côlon irritable et il a prouvé donc dans d'autres études que déjà dans le côlon irritable et le côlon irritable qui était associé à des migraines, on a vu des résultats phénoménaux. On a vu aussi que le régime d'IgG est efficace dans le traitement de la dépression, donc encore une fois l'axe intestin-cerveau. Le régime d'élimination d'IgG s'est avéré efficace dans la maladie de Crohn. Donc là, je pense que vous avez déjà vu une présentation à ce sujet, donc, où on a pu démontrer qu'en éliminant les aliments IgG de la nourriture, la maladie de Crohn a complètement, quasiment guéri, si on veut dire, donc il n'y avait plus de symptômes. Et après 1 an, les gens ont été stimulés, donc provoqués avec des aliments encore IgG positifs, et en bout de 3 à 4 jours, la maladie de Crohn s'est réinstallée. Donc c'est la preuve que effectivement les aliments jouent un rôle extrêmement important dans cette maladie aussi. Donc, est-ce que donc, les IgG positifs pourraient-elles être un indicateur des aliments déclencheurs dans la maladie, dans le syndrome du côlon irritable? Et est-ce que le régime d'IgG donc, pourrait-il devenir un traitement standard pour le côlon irritable? C'était ça la question. Donc, pour venir maintenant à l'étude, on avait recruté donc en tous, c'était 100 et quelques patients. Après tous les critères quand même relativement stricts d'inclusion dans l'étude. Donc, les gens ne devraient plus prendre de glucocorticoïdes, pas d'antibiotiques, donc pas mal de choses. Donc, pas mal de maladies ont dû être exclues, donc, comme la maladie cœliaque, comme des maladies comme le Crohn et d'autres maladies infectieuses intestinales.
Donc, en fin de compte, il y avait encore 26 patients donc pour le groupe FODMAP, 21 patients pour le groupe élimination, rotation et MiPro et 26 dans le groupe témoin. Il faut aussi dire que c'était exclusivement des femmes, parce que le nombre des hommes qui étaient susceptibles d'entrer dans le dans l'étude, le nombre était trop faible, donc on avait décidé de prendre que des femmes. Donc le premier groupe, donc c'était un groupe pauvre en FODMAP, donc c'est-à-dire c'était un régime équilibré pour les macro et micronutriments. Pour vous dire, le taux de calories était entre 1800 et 2300 pour les trois groupes. Donc, c'était équilibré pour tous les trois groupes. C'était équilibré dans les micronutriments aussi. Pour le régime élimination-rotation, donc, on s'est basé sur le test d'IMUPRO. Donc, dans ce groupe, les patients ont donc éliminé les éléments IgG positifs. Et dans le groupe témoin, en fait, c'était donc eux étaient suivis par leur gastro et dans ce cas-là, donc il leur a prescrit un régime facile à digérer, mais aussi équilibré en macro et micronutriments. En fait, lors de la première visite, donc après les tests, donc les gens ont reçu un plan pour une semaine, donc pour le groupe FODMAP, donc un plan alimentaire pour une semaine pauvre en FODMAP, pour le régime élimination-rotation, justement donc un plan de recettes pour 7 jours qui respectait la rotation et l'élimination, et donc pour le groupe témoin, c'était un régime facile à digérer. Après, donc, les gens ont pu donc appeler leur coach si jamais il y a un problème donc, pour intervenir. Voilà les résultats de l'étude. Donc, pour les douleurs abdominales idiopathiques, dans le groupe FODMAP, au premier examen, il y avait 15 qui avaient ces symptômes. Après le régime, il y avait encore 11, donc une diminution de 25 ou 26%. Si on regarde la même chose pour le groupe IgG, il y en avait 16, et après le régime, donc après 8 semaines, seulement 2 ont encore eu ce symptôme, donc une diminution de 87%. Tandis que pour le groupe témoin, il y avait une diminution de 12%, donc non significative. Des douleurs abdominales après le repas, pour le FODMAP 11 après le régime 6, donc une diminution de 45%. Pour l'élimination IgG, il y en avait 14, et après il n'y en avait que 2, donc encore une fois 85%. Pour le régime témoin, juste pour 2 personnes, il y avait une amélioration. Douleur abdominale pendant la défécation, donc 5 dans le groupe FODMAP, après le régime 2. Dans le groupe IgG, il y en avait 9 au début et seulement 1 après. Donc, encore une fois, 90%, presque près de 90% de réduction. Et sensation de défécation incomplète, pareil, 13 pour le FODMAP, 13 sur 10 sur le FODMAP, donc 23%, et 13 sur 2 dans le groupe d'IgG avec 84%. Donc en moyenne, on a eu une amélioration de 38% pour le groupe FODMAP et 86% pour le groupe IgG, et non significative pour le groupe témoin. Si on regarde maintenant mucus dans les selles, là, donc, pour le groupe FODMAP, c'était cette fois-ci un peu meilleur, donc 75%. Pour le groupe IgG, il y avait 100% d'amélioration. Pareil pour le sang dans les selles, donc les deux groupes là sont pareils. Constipation, et voilà, donc 36% pour le groupe FODMAP, 71% pour le groupe IgG. Et ballonnement, ça c'est quand même le symptôme classique du FODMAP, et là on a effectivement donc 68% d'amélioration, tandis que pour l'IgG on a 88,5. Donc en tout, donc ça donne encore une fois donc une amélioration de 71% pour le FODMAP et 90% pour l'élimination IgG, et pas d'amélioration pour le groupe témoin. Les symptômes dyspeptiques, donc nausées,
Là, effectivement, donc les deux groupes ont eu une amélioration de 100%, rien sur le groupe témoin. Pyrosis, rien sur le FODMAP, par contre 85% sur l'IgG. Et éructation, donc 20% pour le FODMAP et 100% pour les IgG. Encore une fois, pas d'amélioration significative pour le groupe témoin. Et si on regarde un petit peu les comorbidités, qui sont quand même très très souvent associées à la maladie du côlon irritable, comme la faiblesse, la fatigue. Donc là, quasiment pas de diminution pour le FODMAP, 85% d'amélioration pour les IgG. Les affectations cutanées, donc malheureusement, il n'y en avait pas dans le groupe FODMAP, mais il y en avait dans le groupe IgG qui ont tous disparu. Maux de tête, migraine, pas d'amélioration dans le groupe FODMAP, tandis que disparition complète dans le groupe IgG. Et encore une fois, pas d'amélioration pour le groupe témoin. Donc, en résumé, donc, le concept IMIPRO, donc douleur abdominale, on avait 86% d'amélioration. Les symptômes de comorbidité, on avait un score de 95%. Donc, tous les symptômes confondus, on a eu un score de 91% d'amélioration. Comparé au FODMAP, donc douleurs abdominales, 38%. Comorbidité, c'était inchangé, donc il n'y avait pas d'amélioration du tout. Et donc, tous les symptômes confondus, 46%. Et bien sûr, pour le régime alimentaire du contrôle, là, il n'y avait pas de changement. Donc, ces résultats reflètent quand même un petit peu ce que je vais montrer tout au début, quand j'ai comparé les publications qui ont été sorties, qui sont sorties. Donc là, on voit effectivement qu'on peut dire qu'on a jusqu'à 2 à 3 fois plus de réussite, d'amélioration, donc avec un régime IgG comparé à un régime FODMAP. Conclusion. Donc, le syndrome du côlon irritable peut être causé par différentes conditions chez différents sujets. C'est intéressant de savoir qu'une publication donc, apparue donc, en 2013 a démontré qu'effectivement, seule l'élimination du lactose et du fructose serait suffisante donc, pour améliorer significativement quand même le syndrome chez ces sujets. Donc, 75% étaient intolérants au lactose et 37% étaient intolérants au fructose. Et je pense qu'effectivement, c'est une chose qu'il faut retenir. Parce qu'un régime FODMAP correct est relativement difficile à respecter. Il faut avoir quand même des connaissances profondes de l'alimentation, ce qui dans le grand public n'est pas le cas. Et donc, ça risque d'être quand même relativement difficile à faire, à mettre en œuvre. Donc, à mon avis, le syndrome du côlon irritable appelle à une approche plus personnalisée. Et c'est là, effectivement, aussi la force du concept d'IMIPRO, que c'est hautement personnalisé et limite le nombre d'aliments à éliminer, permettant ainsi une alimentation diversifiée qui renforce en plus le microbiome. Donc, et ce qui est important, c'est qu'IMIPRO apporte vraiment des améliorations significatives aux comorbidités non intestinales. Donc, pourquoi est-ce que IMIPRO est plus effectif que le régime FODMAP? C'est relativement simple à expliquer. Le FODMAP s'adresse uniquement au problème de la fermentation excessive. Donc, c'est un aspect du syndrome du côlon irritable qui est adressé et rien d'autre. Et donc, en fait, c'est un régime identique pour tous les concernés. Donc, s'il faut réduire les FODMAP, c'est un régime identique pour toutes les personnes. Le problème du microbiote, qui, à mon avis, est à la source du problème de fermentation, n'est même pas adressé. Et en plus, il y a des études qui montrent qu'il y a une diversité bactérienne pour les régimes low en FODMAP. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne voie. L'IMIPRO, par contre, c'est un concept à la fois diagnostique et thérapeutique personnalisé. Donc, IMIPRO adresse principalement l'effet pro-inflammatoire des aliments. Il identifie le syndrome d'intolérance au gluten non cœliaque, quelque chose de très, très, très important, par une sensibilité accrue au gluten.
Et donc, tout simplement parce qu'on ne dose pas que l'alpha-gliadine, mais on dose toutes les fractions de la gliadine et aussi les ATI, donc les antitrypsine inhibiteurs. C'est des enzymes qui ont été introduites dans le blé pour pouvoir utiliser, pour l'utiliser industriellement. Et il y a de plus en plus de publications qui montrent aussi que ces ATI sont un des problèmes du blé. Et c'est le cas, par exemple, si on a un gluten négatif mais un blé positif, ben dans ce cas-là, on peut dire qu'effectivement, c'est les ATI qui ont été mis en évidence. Si vous êtes intéressé au syndrome d'intolérance au gluten non cœliaque, ben je vous invite à lire le livre de Roger Mussy, docteur Mussy, et sa publication où il a démontré qu'effectivement, avec le test d'IMUPRO, on touche vraiment ce sujet-là, tandis que les tests classiques d'alpha-gliadine ne sont pas capables de le diagnostiquer. Le grand avantage aussi, c'est qu'IMUPRO est positif dans le cas de la libération d'exorphine par la caséine et le gluten, qui souvent donc sont liés à la constipation, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre avec un FODMAP. Et le concept IMUPRO combine indirectement une réduction des FODMAP et des lactines, donc dépendamment des réactions positives, automatiquement donc on réduit certains aliments qui sont riches en FODMAP, donc on a un effet couplé. Et finalement, donc, il ne faut pas oublier le microbiote. Le microbiote, effectivement, n'est pas à sous-estimer dans cette pathologie, et surtout son rôle sur l'axe intestin-cerveau et son impact sur la sérotonine via son pouvoir pro-inflammatoire, donc diarrhée et constipation via des récepteurs de la sérotonine. Il faut savoir que effectivement, donc les aliments peuvent avoir un effet pro-inflammatoire, mais aussi un microbiote en déséquilibre peut être très pro-inflammatoire. Deuxièmement, son action sur l'hypermobilité intestinale, donc va donc promouvoir l'apparition d'hypersensibilité alimentaire, donc beaucoup de germes donc, et le candidat donc, contribue à une hyperperméabilité intestinale. Donc, d'autant plus donc l'intérêt de doser des IgG alimentaires. Aussi, donc, il ne faut pas sous-estimer son rôle important dans la digestion. Donc, dans l'intestin grêle, s'il y a des enzymes qui manquent, s'il y a une dysbiose bactérienne, la digestion des hydrates de carbone n'est pas complète et donc ils vont venir au côlon où il y aura une fermentation anormale, donc avec des gaz et tous les problèmes qui en découlent en cas de dysbiose. Et finalement, donc, le SIBOS, donc le Small Intestinal Bowel Overgrowth Syndrome, c'est-à-dire une colonisation bactérienne au début de l'intestin grêle, peut aussi donc contribuer à des symptômes similaires au côlon irritable. Donc pour moi, donc, la prise en charge future est d'abord exclure une intolérance au lactose et au fructose. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas systématiquement fait aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent après un test d'IMUPRO ou pour faire un test d'IMUPRO où je demande toujours est-ce que vous avez déjà fait un test d'intolérance au lactose et au fructose. Dans IMUPRO, on ne teste pas le lactose. Donc, c'est les protéines du lait qu'on va doser ou les anticorps contre les protéines du lait qu'on va doser, mais pas le lactose. Donc, le lactose, c'est une analyse séparée. Et à mon avis, quand on a ce problème-là, c'est les deux premières analyses à faire, c'est l'intolérance au lactose et au fructose. Je pense qu'en France, c'est remboursé par la caisse des maladies, donc c'est pas grave. Et puis donc, si jamais la lactose et le fructose est négatif, donc s'il n'y a pas d'intolérance, dans ce cas-là, le deuxième pas serait donc de faire un dosage d'IgG alimentaire et une analyse du microbiote, qui après donc donne une approche alimentaire, c'est-à-dire éviter les aliments pro-inflammatoires et éventuellement le fructose et le lactose s'il était positif. Rétablir donc une symbiose du microbiote, c'est-à-dire rétablir un microbiote sain. Et pour aider à faire ça, donc nous avons développé une application de recettes qui s'appelle Menu Fourmi, où vous pouvez donc scanner un QR code que vous recevez avec IMUPRO et avec le test IMUBIOM, donc c'est un test microbiote qu'on va lancer très prochainement.
et qui va vous donc donner des recettes compatibles avec les deux résultats. Et donc, comme ça, vous avez la possibilité d'avoir une, euh, une alimentation diversifiée, respectant les IgG, respectant votre microbiote et respectant la rotation. Voilà, je pense que c'était tout. Déjà, oui. Bon, merci pour votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Est-ce qu'il y avait déjà eu des questions? Non, il n'y avait pas encore eu de questions. Est-ce que vous en avez? Si c'est le cas, vous pouvez les poser via le chat et on y répondra. Le docteur Camille Liners y répondra par oral. Quelqu'un qui veut en savoir plus sur le test microbiote, Camille? Oui, donc on n'en parle pas encore trop parce que pour l'instant, on ne peut pas encore le proposer. Mais donc, si tout va bien, donc ce sera au début de l'année. En fait, oui, il y aura un webinaire spécifique pour ce sujet-là parce que donc, bon, c'est un peu trop tôt pour en parler maintenant. Une deuxième question, si plusieurs IgG positifs, comment réagir? Bon, plusieurs IgG positifs, ça veut dire quoi? Donc, en fait, réagir, c'est éliminer les aliments positifs. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, si on a énormément, donc c'est-à-dire plus de 50, 80, donc ce qui devient très, très difficile à gérer. Donc, on peut donc d'abord se focuser sur les principaux, c'est-à-dire si le gluten est positif, si l'élevage est positif, les œufs et les levures sont positifs, donc c'est les plus graves, faut les éliminer. Et après, donc, vous commencez à éliminer les aliments que vous consommez plus que 2 fois par semaine, parce que c'est principalement ceux-là qui peuvent vous causer des problèmes. Et tous les autres, vous les consommez en rotation stricte. Et en général, comme ça, ça devient très gérable et vous allez avoir des effets dans peu de jours. Merci Camille. Ensuite, on nous dit prébiotique ou probiotique? Euh, dans quel contexte prébiotiques Bon, les prébiotiques, c'est des fibres, donc les prébiotiques, c'est important pour nourrir les bactéries, donc les probiotiques. Les prébiotiques, c'est les fibres, les probiotiques, c'est les bactéries. Donc, pour bien faire, il faut prendre les deux. Mais bien sûr, si vous avez un côlon déjà irritable, il faut faire attention avec la concentration des prébiotiques parce que si votre microbiote n'est pas encore euh, habitué à des grandes quantités de fibres ou de probiotiques, donc de prébiotiques, il faut faire attention, sinon vous allez avoir des problèmes, donc des ballonnements au début. Donc il faut commencer avec des concentrations moins importantes et au fur et à mesure augmenter la prise. Ensuite, une question sur Menuformi pour savoir si elle est disponible sans QR code pour voir comment ça marche. Alors oui, effectivement, on peut vous envoyer un QR code d'essai pour que vous puissiez la tester. Il vous suffit de nous en faire la demande par mail et on vous enverra ça. Avez-vous testé? Que pensez-vous de démarrer par un jeûne hydrique de 4 jours? Oui, c'est toujours bon. Un jeûne hydrique, 4 jours, bon, 4 jours c'est long, mais oui, faire un jeûne c'est toujours bon. C'est aussi bon pour le microbiote. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire, parce que faire un jeûne sur 4 jours, bon, il faut être motivé quand même. Donc, mais si c'est faisable, donc si le patient veut le faire, oui, je suis pas contre. Déjà, vous allez avoir un effet IgG, élimination IgG, parce que vous n'allez pas avoir des aliments IgG positifs. Et en général, au bout de 3 jours, on ressent l'effet positif de l'éviction. Donc, c'est quelque chose que vous allez ressentir après 4 jours de jeûne, certainement aussi. Question suivante. Si nous avons des taux élevés inférieurs à 20, quoi faire? À éliminer ou attendre des valeurs supérieures à 20? Non, moi je suis d'avis, bon, si c'est positif, c'est pour moi, si c'est positif, c'est positif. Euh,
je peux vous dire mon cas. Donc moi j'étais positif au gluten à 8-9, donc pas très élevé. Et, et j'en mangeais pas beaucoup, mais j'en mangeais quand même régulièrement. Donc plus que 2 fois par semaine. Il faut savoir que l'aliment reste actif au moins 3 jours dans le corps. Donc c'est-à-dire pour moi, c'était en fait tout le temps. Mais puisque j'en mangeais pas trop, j'avais pas des taux très élevés. Mais en supprimant le gluten, j'ai résolu énormément de problèmes. Donc, mon problème de dos, mes problèmes musculaires, mes problèmes articulaires, ils ont disparu après 2 semaines sans gluten. Et il y a des taux vraiment pas élevés. Donc, le taux en soi ne veut rien dire. Euh, il y a des aliments qui ont beaucoup d'épitopes et du coup, bien sûr, ils produisent beaucoup plus d'anticorps et dans le test, ça va ressentir dans des valeurs très élevées. Mais il y a des aliments qui n'ont que très peu d'épitopes, c'est-à-dire des sites réactifs, et donc il y a peu d'anticorps qui peuvent s'y mettre, mais, euh, mais le problème n'est pas le taux d'anticorps. Si vous voyez, si l'anticorps se fixe sur l'antigène, il va donc induire une réaction inflammatoire. Il y a une attaque des neutrophiles. Donc, et ça suffit qu'il y a un site, un anticorps qui se met sur l'aliment, qu'il est attaqué. Et si vous en consommez assez, donc le taux ne sera jamais très élevé, mais la réaction sera sévère. Donc, il ne faut pas se coller sur les valeurs. Les valeurs ne sont pas très importantes pour moi pour être déclencheur, pour décrire un aliment déclencheur. Les taux, pour moi, c'est plus le suivi. Donc, si vous voyez que les taux diminuent, bon, ça c'est un bon signe, ça veut dire que vous avez respecté les recommandations. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit au-dessus de 20. Merci Camille. Je crois que c'est bon au niveau des questions. Non, il en reste une. Est-ce que les IgG correspondent à une hypersensibilité de type 3 selon la classification Yale-Combs? Oui, oui, effectivement, oui. Oui, donc vous avez la classification donc, type 1, donc ça c'est allergie classique IgE, et la type 3, c'est les IgE pro-inflammatoires, oui. Et la 4, c'est les cytotoxiques. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou c'est tout bon? C'est bon pour tout le monde? Eh ben, merci beaucoup Camille pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci. Au revoir.